sur le tard en considérant mon âge et tôt dans l'histoire de Coexister, puisque j'ai connu Coexister début 2012. J'ai pris des responsabilités d'abord au sein du pôle dialogue, où j'étais l'adjoint du délégué national qui était Thibaut Tecla. Et ensuite, à partir de 2014, on m'a demandé de prendre en charge le pôle, c'est ce qui s'appelait le pôle voyage à l'époque et qui est devenu le pôle vie commune, et qui a rassemblé en fait toutes les façons de vivre ensemble plus que quelques heures. Donc, il y avait quatre axes principaux. Il y avait le déplacement sur une période longue, c'était Interface Tour. Il y avait le sédentaire sur une période longue, c'était les colocations. Le déplacement sur une période courte, c'était les voyages. Et le sédentaire sur une période courte, c'était les camps d'été. Et donc voilà, j'étais délégué national à la vie commune de 2014 à 2016. Merci beaucoup, Karine Pierre. Ravie de t'avoir avec nous. Sophie Nagiscard. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est la première fois que je participe à une action avec Coexister. Je vous remercie de m'avoir sollicité, de m'avoir invité cet après-midi. Alors, actuellement, je suis responsable des activités culturelles du Mémorial de la Shoah à Paris. Et voilà, je suis un petit peu plus âgée que tout le monde autour de la table. Hein, donc, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art il y a très longtemps. Et puis, j'ai travaillé dans différentes structures plutôt artistiques pendant une partie de ma carrière. Notamment, j'ai monté l'usine éphémère, j'ai travaillé à la Fondation Cartier, j'ai fait des choses comme ça. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de me tourner vers des choses qui me semblaient avoir plus de sens. Et un jour, j'ai vu une annonce dans le journal pour le Mémorial de la Shoah qui cherchait un responsable des activités culturelles. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Et puis, j'ai envoyé mon CV et à ma grande surprise, ils m'ont prise. Voilà, donc depuis 15 ans maintenant, je dirige l'action culturelle du Mémorial depuis sa réouverture en 2005 dans on va dire sa nouvelle formule. Et puis au sein de cette activité, donc j'ai monté une action culturelle un petit peu plus intense et sur évidemment l'histoire de la Shoah. Et aussi, on a introduit peu à peu l'étude d'autres génocides. Donc essentiellement, moi j'ai beaucoup travaillé sur le génocide des Tutsis du Rwanda depuis 2004, avec une première exposition et des premières rencontres entre rescapés, aussi sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, et puis plus récemment sur le génocide des Herero et des Tutsis en Namibie. Et puis on travaille aussi sur des victimes du nazisme telles que les nomades, et bientôt aussi sur les victimes homosexuelles en exposition. Et puis évidemment, au sein de notre auditorium, on a une programmation beaucoup plus ouverte sur le dialogue, sur d'autres soit génocides, soit crimes contre l'humanité. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'être avec nous. Cheikh. Bonjour à toutes et à tous, tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Bonjour Radia et à ces charmants et charmantes personnes qui sont avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour ce week-end de clôture de Coexister qui est quand même inédit parce que ça se passe en ligne, mais tout en restant en ligne à cause de la distanciation sociale. J'espère qu'aujourd'hui, les cœurs sont ensemble comme d'habitude chez Coexister et continueront de briller avec vous et je suis ravi de partager ce plateau avec vous et je suis actuellement étudiant en ressources humaines à Sciences Po Paris et j'ai rejoint Coexister il y a 2 ans en tant que volontaire en service civique au pôle Paris Nord et merci encore. Merci beaucoup Cheikh, merci beaucoup d'être avec nous. Alors la première fois quand on a commencé à réfléchir un peu aux thématiques qu'on souhaitait aborder lors de ce week-end de clôture. Il y a notamment la question de la mémoire qui est beaucoup revenue, parce que si Coexister, pour les spectateurs et spectatrices un peu extérieurs à notre activité, Coexister s'est créé en 2009, donc une action clairement tournée autour de la création de liens sociaux, des jeunes qui souhaitent se rencontrer et faire des amitiés improbables, un militantisme de la paix et du mieux vivre ensemble. Et depuis toujours, dans l'ADN de Coexister, il y a la question de non-violence et il y a la question mémorielle. Et on a cette intuition très forte
depuis le début, de se dire, même si on ne le théorise pas, ça fait partie de notre parcours, ça fait partie de nos réflexions. On le vit à divers lieux. Parfois, il y a des groupes coexistés qui organisent des choses autour de la mémoire. Parfois, il y a des voyages qui nous permettent de l'aborder un peu. Parfois, on en parle en événement national. On a commencé à le mettre en place aussi dans le cadre de la formation. Donc, on l'approche un peu par différents biais. Et on se disait, ce serait intéressant de discuter de cette question-là en tant que personne qui sommes dans la pratique. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait des choses, liées à la question de la mémoire et en termes d'expérience. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise de parler en jeu, de parler de ce que vous ressentez, de parler de ce que vous avez vécu comme expérience. Parce que c'est ça, coexister, c'est la pratique, c'est le terrain, c'est le simple, le vrai et le concret. Et donc, cette question mémorielle, elle est très, très large. On peut l'aborder par différents biais. Et ce qu'on a décidé de faire avec... donc, je voulais quand même remercier Marie Hudlet et Caroline Kaufmann avec qui on a pensé cette table ronde. On s'est dit, mais il y a plein de choses intéressantes. La mémoire et la transmission, la mémoire, vraiment, on avait une tonne de choses. On se perdait un peu dans tout. Et on s'est dit qu'on souhaitait faire qu'on souhaitait tourner la table ronde autour de la question de mémoire et altérité. Altérité, pourquoi ? Parce que donc, ça fait partie des principes de coexister, ça fait partie de ce qu'on vit à coexister, donc la rencontre avec l'autre, avec les autres. Et on se disait, comment est-ce que cette question de la mémoire, elle participe, contribue, est présente dans la question de la rencontre avec l'autre. Et donc, on souhaitait l'aborder sous différents prismes. Qu'est-ce que les questions mémorielles ? Qu'est-ce que vivre une expérience de mémoire ? Qu'est-ce que faire ce travail de mémoire peut apporter à la rencontre avec l'autre ? Peut approfondir peut-être la rencontre avec l'autre ? Peut au contraire mettre mal à l'aise ? Et puis à coexister, je le dis et je le redis, c'est aussi sortir de notre zone de confort. C'est aussi parfois être mal à l'aise. Et c'est aussi parler de sujets qui sont difficiles pour justement construire un futur plus beau et contribuer à notre modèle de société idéal. Du coup, on a tourné tout ça et ensuite on s'est dit qui est-ce qu'on a envie de voir autour de la table et donc vos noms sont arrivés très rapidement. Alors certes, on ne connaissait pas encore Sophie, mais on a cherché un peu et on souhaitait vraiment qu'il y ait un acteur mémorial autour de la table et on trouvait justement, c'était hyper intéressant de vous avoir au téléphone pour justement construire cette intervention. Donc vraiment, sentez-vous complètement libre. On sait que vous avez des choses à dire sur le sujet. Il n'y a pas de tabou et c'est vraiment de la pratique et de l'expérience. Donc on va commencer. Alors pour vous dire un peu les spectatrices et les spectateurs, je vais passer un peu 10 minutes avec chaque intervenant et intervenante. Ensuite, leur laisser peut-être un peu le temps d'échanger entre eux, voir s'il y a des choses qui leur rappellent quelque chose, s'ils souhaitent réagir face à une intervention, face à une parole. Et ensuite, on prendra vos questions s'il y en a. Donc vraiment, n'hésitez pas. Des questions d'information, même des remarques, des commentaires, des partages. On est vraiment ouvert à tout. Donc n'hésitez pas. Du coup, Sila, effectivement, long parcours au ZEI et puis long parcours à coexister, qui finalement ne fait que commencer, puisqu'on est coexistante pour toujours. Et donc, je suis ravie de t'avoir avec nous et trop contente de tout ce que tu as pu faire sur le sujet à coexister, notamment l'avoir intégré dans le plan de formation des volontaires en service civique pour la formation civique et citoyenne, mais aussi d'avoir des souvenirs là-dessus au sein des ZEI. Sila, c'est quoi dans ton parcours d'engagement un peu ton rapport à cette mémoire ? À toi la parole. Alors, 10 minutes pour parler de mon rapport à la mémoire, ça va être un petit peu léger, ma chère Radia. Donc, je vais cibler un peu plus et je ne sais pas je pense que je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet par rapport à Yom HaShoah. Et donc, Yom HaShoah, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Donc, pour rappel, c'est une journée du souvenir de la Shoah. Et donc, c'est une journée où il se passe beaucoup de cérémonies à travers le monde. Et en France, ça a commencé à Paris en 91
à la base pas au mémorial de la Shoah, à la base c'était sur le site du Veldiv, donc du Vélodrome d'hiver. Voilà, donc cette cérémonie qui a été mise en place donc, par le rabbin Fari à l'époque du mouvement juif libéral de France, ça a été, enfin, la cérémonie en elle-même, en fait, c'est vraiment la lecture des noms de tous les déportés de France. Il faut environ 48 heures pour lire tous ces noms. Donc, ça fait que chaque année, on lit la moitié, l'année suivante, l'autre moitié, et on recommence l'année. Enfin, c'est un cycle de 2 ans. Voilà, en gros, c'est ça, Yom HaShoah. En 2007, ça a été déplacé au mémorial de la Shoah, puisque, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, en 2005, il y a eu une réorganisation du mémorial. Bon, et en 2007, cette cérémonie a été instituée sur place. Mais toujours avec cette lecture des noms, donc pendant 24 heures, non-stop, on lit les noms de tous les déportés, donc de la moitié des déportés de France et l'année suivante, l'autre moitié. Pourquoi je parle de Yom HaShoah en fait spécifiquement? C'est parce qu'au ZEI, depuis à peu près 2007 justement, les ZEI se sont un peu, ont été mandatés pour organiser une lecture des noms par les mouvements de jeunesse. Et aussi, le mémorial met à disposition l'auditorium de 20h à 22h à peu près pour une conférence organisée aussi par les ZEI et essentiellement donc pour les ZEI et pour les jeunes en général. Avant 2007, avant cette période-là, tout ce qui avait trait à la jeunesse au niveau de cette cérémonie, de cette journée de Yom HaShoah, c'était surtout par rapport aux écoles juives et non juives. Et à partir de 2007, justement, parce que la présidente des ZEI à l'époque, Béatrice Boukris, avait aussi des liens particuliers et privilégiés avec le mémorial, vu que c'est aussi une fille de déportés, et qui s'est toujours investie dans ce travail de mémoire et pour faire vivre ce travail de mémoire et pouvoir justement aider les gens à trouver des témoins si on avait envie de pouvoir enrichir nos connaissances et surtout découvrir et entendre des témoins, puisque c'est, je pense, aussi ce qui est le plus important dans ce travail de mémoire. Voilà, donc grâce à Béatrice, il faut dire ce qui est, que j'ai eu au téléphone aussi pour préparer cette table ronde, justement, qui m'a rappelé un peu tout ça. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir son témoignage à elle. Les choses se sont mises en place de cette manière-là. Et donc, il y a eu en premier lieu une conférence donc, de 20h à 22h. Et ensuite, les ZEI étaient mandatés pour faire vivre cette lecture des noms par les mouvements de jeunesse, en gros, de minuit à 3h du matin, voilà, sur le créneau de la nuit profonde. Au début, c'était pas forcément, c'était l'idée d'ouvrir à des mouvements de jeunesse juive en premier lieu, et l'idée d'ouvrir aux mouvements de jeunesse non juifs, c'est-à-dire, surtout au mouvement de scoutisme, est venue après ou parallèlement, mais en tout cas, c'était pas la volonté première. C'était pas pour ça que que c'est les ZEI qui ont pris en charge ce moment-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait parce que donc Béatrice, qui était présidente des ZEI, siégeait aussi au Scoutisme français, qui est la fédération de 6 aujourd'hui associations de scoutisme. Et c'est comme ça en fait qu'elle a proposé à ses pairs en fait de commencer la lecture des noms aussi, de participer en fait à cette cérémonie. Et aussi dans un dialogue avec les scouts musulmans. C'est comme ça qu'au début, ça s'est mis en place. Justement, c'est intéressant. Pourquoi particulièrement avec les scouts musulmans? C'était aussi une période où, justement, l'idée d'être ensemble et de montrer qu'en tant que scout, on pouvait vivre ensemble et vivre des choses très fortes ensemble, qui concernaient l'un ou l'autre, c'était hyper important à ce moment-là. Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Et ça s'est pérennisé et les ZEI ont pris en charge donc à chaque fois cette conférence et cette lecture des noms et ont commencé à ouvrir de plus en plus. Et d'ailleurs, Coexister a été invité. Alors, je ne sais pas exactement à quelle date, à partir de quelle date. Je ne sais pas, Radia, si tu sais exactement. Je pense quasiment depuis toujours, mais peut-être un mélange puisque Coexister a été fondé par beaucoup de scouts. Donc, je pense qu'au début, c'était invité en tant que scout, puis en tant que Coexister, et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est très possible, en effet, que ça a démarré comme ça. Après, Béatrice me disait qu'elle en avait parlé avec Samuel à l'époque et que Coexister avait été invité aussi
justement à les fameuses lectures des noms. Voilà, enfin ça c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de se dire que c'est une lecture, certes ce sont les EI, donc un mouvement de jeunesse juive qui l'organise, mais la force fait que, enfin c'est vraiment une force dans cette lecture des noms que tout le monde soit invité à lire en fait le nom d'un ou d'une déportée. Et d'ailleurs, quand on recueille des témoignages de scouts ou de coexistants, parce que j'ai pu parler avec des scouts qui ont participé, qui ont fait cette expérience, ou des coexistants aussi qui ont fait cette expérience. J'ai j'ai interviewé une certaine Marie H, alias Laoud, pour ceux qui connaissent. En tout cas, quand on les entend parler, c'est très intéressant puisqu'ils disent à peu près les mêmes choses, qu'ils soient scouts ou coexistants ou autres. C'est la puissance, en fait, de cette cérémonie. L'émotion, cette grande émotion, en fait, qui envahit l'intimité vraiment profonde de la personne. Et ce qui va produire en elle, en fait, c'est cette transformation. Et à coexister, c'est vrai que cette transformation personnelle, c'est ce qu'on recherche. Et donc, ce pouvoir, en fait, de la mémoire, ce pouvoir d'émotion, de ce que ça va toucher, en fait, à l'intérieur, c'est plus grand et c'est puissant. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie encore plus d'enrichir son engagement, de se battre encore plus pour les combats qu'on mène, pour des combats de vivre ensemble, de contrer la haine de l'autre, de vraiment faire corps et avancer tous ensemble, et pas chacun dans sa communauté, chacun les uns à côté des autres, au contraire, ensemble. Et que le fait justement d'être convié à ce genre de cérémonie, au début, ça peut surprendre. C'est aussi ça qu'on m'a dit. J'étais surprise de cette invitation. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Et en fait, j'ai eu cette responsabilité d'en faire partie. Et du moment où je l'ai fait, maintenant, je sens cette responsabilité de porter cette voix et de partager et de sensibiliser autour de moi ce que j'ai pu vivre, ressentir et montrer que c'est pas quelque chose qui est cantonné à une communauté, une population de gens, mais au contraire que c'est une responsabilité collective. Voilà. Ça, c'est puissant, quoi. Voilà. Je dirais, voilà ce que je peux dire par rapport à Yom HaShoah, par rapport aux EI et à ce partage avec l'autre, avec un grand A, de cette mémoire. Après, voilà, ça me semble être vraiment le cœur, en fait, de ce qu'on peut vivre à ce niveau-là. Merci beaucoup, beaucoup, Tila. C'est hyper beau et je te partage aussi que ça a fait partie des piliers de mon engagement, la présence au mémorial tous les ans sur invitation des EI. D'abord en tant que coexistante engagée, puis en tant que présidente. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu l'occasion à la fois d'être en tant que coexistante, donc de lire les noms à 3h30 du matin et d'attendre avec tous les jeunes dans la salle en haut, et aussi en tant que présidente à 19h30 avec toutes les personnes officielles, institutionnelles. Et c'est vrai que ça n'a pas la même force. Et je suis toujours contente de faire la lecture des noms avec les personnes officielles et de le refaire dans la nuit, nous tous, nous toutes. Il y a une espèce de solidarité un peu invisible qui se crée. Et même pour entrer encore plus dans le très, très concret de ce que j'ai pu vivre, c'est le moment où on va demander à des personnes bénévoles ou qui travaillent au mémorial comment on lit les noms. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont difficiles à prononcer et avec une attention très particulière à bien prononcer les noms. Et il y a même une feuille pour expliquer, pour pas faire d'erreur par rapport à ça. Et il y a un lien intergénérationnel très fort qui peut se lier à ce moment-là, et un lien aussi des différents mouvements qui peut se lier. Et c'est vraiment dans le dur de l'action, de cette action-là, que j'ai ressenti des choses très, très puissantes. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, c'est qu'on ressent tous, qui viennent d'une asso ou d'une autre, vraiment cette grande responsabilité et ce grand stress de ne pas écorcher ce nom, parce que c'est ce qui va faire vivre la mémoire de la personne, et on veut vraiment lui rendre hommage. Et ça, c'est
Voilà, enfin, c'est vrai que enfin, même moi, avant de lire, j'ai ce gros stress qui est là pour faire au mieux. Et ça, on le retrouve chez tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on peut partager aussi après, derrière, ensemble. C'est intéressant. Merci beaucoup, Tila. Merci pour ton témoignage. Ouais, et j'avais justement une autre remarque, mais ça, je pourrais aussi le dire par rapport aux volontaires en service civique, si on revient après sur la question de la formation. C'est aussi le fait d'être introduit dans ce mémorial. C'est-à-dire que quand on passe devant, à moins qu'on soit allé parce que l'école nous a emmenés, parce que justement, quelqu'un nous y a emmenés. Et en fait, cette force d'être, de rencontrer quelqu'un qui va nous emmener dans ce mémorial, c'est pas donné à tout le monde. Et justement, le fait de pouvoir rencontrer des gens différents et des gens qui vont un peu, le mot est fort, mais pas t'initier, mais en tout cas, voilà, pouvoir faire en sorte que tu passes cette porte et qu'ensuite tu vas aller même visiter le mémorial. Et ça aussi, dans la nuit, avant de la lecture des noms ou quoi, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, alors que sinon, c'est pas toujours évident de passer cette porte. Et donc là, ça donne en fait vraiment un peu l'impulsion. C'est sûr. Je souhaitais te redonner la parole justement après l'intervention de Cheikh sur ce sujet. Mais effectivement, c'est hyper intéressant et d'ailleurs, ça me fait penser à un livre que m'a conseillé d'ailleurs Adèle Purlich d'Interface Tour qui s'appelle « À quoi servent les politiques de mémoire ?» et les chercheuses analysent justement qui nous amène en fait à la mémoire. Est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est avec l'école? Et à quel point est-ce que ça a du sens et ça prend du sens dans son engagement? Et selon l'âge aussi, est-ce que tu te sens forcé, donc t'imprimes pas certaines informations, alors que si tu vas avec des amis qui ont un lien aussi avec cette mémoire, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça. Super intéressant. Ouais. C'est exactement ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Tila, et on reviendra tout à l'heure. Et pour Karine Pierre, Sophie et Cheikh, si vous avez des choses à redire par rapport à ce que Tila a dit, on fera des petits échanges tout à l'heure. Karine Pierre, du coup, je souhaitais que tu nous partages ce que tu souhaites par rapport à ton expérience et à ton témoignage, notamment du voyage qu'on a pu faire avec Coexister en Pologne, mais également dans d'autres pays du monde, et quelle a été un peu l'émotion et le souvenir qui s'est créé autour de ça dans ce voyage. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi dans ton voyage? Et je suis très très heureuse que tu sois là parce que j'ai eu la chance en tant que coexistante aussi de participer au voyage en Pologne. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je n'étais pas en tant que présidente, c'est vraiment en tant que coexistante. Donc merci beaucoup de venir nous partager ton témoignage là-dessus. Merci pour cette invitation. Effectivement, j'ai beaucoup aimé organiser ces voyages avec l'aide de plusieurs services civiques, bien entendu. Je n'étais pas tout seul à la tâche. Et dans le concret de l'organisation, sur plusieurs voyages, je me suis bien reposé sur les services civiques avec lesquels j'ai travaillé. Je voudrais simplement d'abord rappeler un petit peu ce que c'est un voyage au sein de Coexister. Il y a en fait deux dimensions complémentaires qui motivaient l'organisation de voyages au sein de Coexister. La première dimension, c'est la dimension véritablement de vie commune, c'est-à-dire on va partir à plusieurs coexistants de convictions religieuses différentes et on va vivre ensemble 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, entre une semaine, 2 semaines généralement. Et ça déjà, c'est une expérience extrêmement intéressante qui est complètement différente de l'expérience qu'on peut avoir quand on se voit une soirée, même si c'est régulier. Ce n'est pas du tout la même chose parce que la vie quotidienne, elle a ses propres contraintes, en particulier quand on a une religion qui est, comment dire, qui donne certaines contraintes au niveau de
la vie de quotidienne. la vie pratique, tout simplement. Quand on a un juif qui est pratiquant, qu'il faut respecter Shabbat, un musulman, il faut faire attention à ce qu'il ait l'opportunité de pouvoir faire ses prières. Si c'est pendant le ramadan, il y a aussi des contraintes spécifiques à prendre en compte. Il y a le premier voyage auquel j'ai participé, ce n'était pas un voyage que j'ai organisé. Le premier auquel j'ai participé, c'était en 2013. C'était le voyage en Israël-Palestine et c'était en plein ramadan. Donc, ça, voilà, une saveur particulière, si je peux me permettre ce jeu de mots. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a voilà, des contraintes. Le catholique, il va vouloir sa messe le dimanche, donc il faut intégrer voilà, toutes ces contraintes-là. Et le deuxième axe, c'est de partir vraiment à la rencontre du pays dans lequel on va, et en particulier sur la dimension religieuse, aller à la rencontre des différentes communautés religieuses, aussi bien les communautés majoritaires. Quand on était en Pologne, on a été au JMJ, donc ça c'était déjà une grosse participation à l'expérience catholique dans un pays extrêmement catholique. Mais on a aussi été à la rencontre des minorités musulmanes, juives, orthodoxes. Et de la même manière, en Tunisie, donc majorité musulmane, on a été voir les minorités catholiques, juives en particulier, avec à chaque fois une dimension de vécu, de comment ils vivent au quotidien, puis une dimension aussi historique pour une remise un peu en perspective de qu'est-ce que c'est finalement le judaïsme en Pologne, qu'est-ce que c'est le judaïsme en Tunisie, qu'est-ce que c'est le judaïsme à Prague. Et on a à chaque fois été à la rencontre des personnes, mais aussi dans les lieux de mémoire. Et notamment donc à Prague, on a été visiter un cimetière juif avec également à côté du cimetière juif, il y a l'ensemble, enfin une liste, je ne sais pas si c'est l'ensemble, mais une liste de noms de juifs qui ont été aussi raflés pendant l'occupation nazie. En Pologne, on a été à rencontrer le grand rabbin de Pologne. On a été dans une synagogue libérale également. Et puis, on a été visiter un camp de concentration qui était le camp de Majdanek et qui a été suivi aussi d'un moment de recueillement entre nous qui était assez fort. De la même manière, quand on a été en Tunisie, on a été aussi bien vivre un Shabbat à la synagogue de la Goulette. On a été à la rencontre des sœurs blanches, etc. Et on a aussi visité les musées qui montrent toute l'histoire chrétienne de la Tunisie. On a visité la synagogue de la Griba, qui est une synagogue qui est témoin de la présence juive en Tunisie depuis plus de 2000 ans. Et donc, il y a vraiment cette inscription, en fait, dans une histoire. Une communauté ne vit pas uniquement de façon déconnectée de son histoire. Il y a vraiment toute un historique, une mémoire finalement qui vient à la fois enrichir et alourdir le vécu quotidien. Et justement, c'est le dialogue entre identité et altérité qui m'avait particulièrement plu à coexister, avec cette idée que, eh bien, pour vraiment s'ouvrir à l'autre, il faut être bien enraciné dans sa propre identité. Et ça rejoint une fable que j'aime beaucoup, qui est une fable mélanésienne, qui est la fable de la pirogue. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, l'idée, c'est que on dit tout homme est tiraillé entre deux besoins. Il y a le besoin de la pirogue, c'est-à-dire le besoin de voyager, de s'arracher à soi-même, de découvrir, de s'ouvrir aux autres.
Et puis, il y a le besoin de l'arbre, c'est-à-dire le besoin de racines, le besoin de voir d'où on vient. Et les hommes errent sans cesse entre ces deux besoins, le besoin de l'arbre et le besoin de la pirogue, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on construit la pirogue. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est en sachant d'où on vient qu'on est suffisamment à l'aise, qu'on est suffisamment construit pour pouvoir s'ouvrir à l'autre sans crainte, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre de façon apaisée, de s'ouvrir à l'autre non pas seulement au niveau de la différence culturelle, mais aussi de la différence d'opinion, de conviction. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup à coexister. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette dimension mémorielle dans la découverte de l'autre. Dans les voyages, il y a toujours une dimension, voilà, on rencontre les gens tels qu'ils sont aujourd'hui, mais on voit aussi d'où ils viennent, quelles sont leurs racines, qu'est-ce qui les a amenés là. Un juif de Djerba, ce n'est pas juste un juif qui vit à Djerba, c'est un juif qui a une histoire de 2000 ans. Un juif qui est en Pologne, ce n'est pas un juif qui se trouve habité en Pologne, il apporte aussi toute l'histoire du judaïsme en Pologne, qui est une histoire compliquée. Et voilà, donc c'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup et qui, je crois, touchent aussi bien les participants au voyage que les personnes qu'on rencontre. Et il y a vraiment cet échange entre les participants qui ont eux-mêmes généralement une diversité de convictions, et puis les différents intervenants qu'on rencontre au cours des voyages. Merci beaucoup, Karim Pierre. Merci pour ce beau partage. Merci pour l'image de l'arbre et de la pirogue. Effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression. Ça fait du bien d'avoir aussi les premiers coexistants qui rappellent ces expressions-là. C'est fou parce que c'est effectivement ça. Moi, ce qui était le plus marquant dans le voyage en Pologne, c'était justement cette espèce de spectre qu'il y avait entre la force, la profondeur de ce qu'on a vécu au camp de Majdanek. Et même si je sais que voilà, c'est compliqué, etc., mais on y allait vraiment avec toute l'humilité qu'il y a, juste en observant dans le silence et voir toute cette horreur. Et d'un autre côté, d'avoir le rabbin de Varsovie qui nous faisait d'énormes blagues, d'énormes sourires en disant « Moi, tout ce que je veux, c'est de rapporter de la joie dans cette communauté. » Et de dire, bah voilà, moi, tous les jours, je réponds à des questions sur l'histoire. Les gens veulent connaître leur histoire, veulent connaître leurs racines. J'ai des juifs du monde entier qui reviennent en Pologne pour comprendre. Et c'était vrai, et cette place qu'il avait en tant que transmetteur de mémoire, on sentait vraiment qu'il apportait la pièce du puzzle manquante pour tellement de personnes que j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant, très admiratif de ce travail-là, surtout que lui-même n'avait pas vécu en Pologne toute sa vie, et oui. C'est ça qui était super beau, de voir qu'il c'était vraiment de son engagement, quoi. C'est son engagement de personne qui transmet, et ça m'a aussi donné cette responsabilité-là de dire il va falloir aussi, et c'est ce que je disais dans le mail que j'ai envoyé à Sophie, c'est qu'on ne peut pas être bâtisseur de paix si on n'est pas aussi bâtisseur de mémoire. C'est qu'il y a un lien essentiel à trouver. Je ne dis pas qu'on l'a trouvé encore, parce qu'on est beaucoup dans l'intuition et dans la construction à coexister, mais en tout cas, il y a un lien à trouver, et on a une responsabilité collectivement sur cette question. Et donc, merci beaucoup. Merci encore d'avoir organisé ce voyage et de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Je peux t'en prie. Du coup, Sophie, merci aussi d'être là. Donc, première expérience coexister pour vous. Bienvenue. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Du coup, nous, ce qui nous intéressait, pour nous, c'était hyper important d'avoir une personne qui travaille dans l'action mémorielle, qui travaille pour un lieu mémoriel. Et on sait très bien qu'un lieu de mémoire, c'est pas seulement un lieu, c'est beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie au sein de ce lieu. Et justement, ce que je trouvais passionnant, c'est comment un acteur mémoriel, donc un lieu de mémoire, pouvait être aussi le transmetteur d'autres mémoires, et comment
ça participait, ça faisait finalement partie de l'interconnaissance, de voir presque des mémoires dialoguer entre elles. Je trouvais ça passionnant. Et c'est exactement pour ça que vous avez appelé, pour savoir justement quand vous avez travaillé sur la mémoire du génocide Tutsi et sur tous les autres sujets sur lesquels vous avez travaillé. Pourquoi, comment ça s'est fait et comment est-ce que vous avez pu observer ça au sein du mémorial? Alors, bonjour, merci encore à nouveau de m'avoir invité. J'étais très intéressée par les interventions de Tila et de Karine Pierre, parce qu'il y a des choses pour moi des choses clés qui ont été dites, et en tous les cas des questions clés auxquelles je n'ai pas forcément la réponse, mais ce sont en tous les cas, dans la manière dont on transmet la mémoire, des choses qui me semblent absolument essentielles. La première question, c'était celle de l'émotion que Tila a évoquée, qui est certes, Yom HaShoah est un grand moment d'émotion mémoriale. Moi, avant d'arriver au mémorial, je ne connaissais pas la cérémonie de Yom HaShoah. Et j'y suis allée avant même qu'elle soit implantée dans nos locaux. Et c'est effectivement un moment de partage. Et je trouve que ça fait pourtant plusieurs années que j'y vais. Et je trouve toujours le même recueillement, la même intensité. Et je trouve que redonner les noms, c'est quelque chose de très important, quelle que soit la mémoire. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la mémoire. Alors sur la Shoah, il y a une partie des noms qui a pu être redonnée, mais il y a d'autres crimes dans lesquels les noms ne seront jamais redonnés. Or, c'est une question qui est essentielle, je crois. Et puis, la question de l'émotion partagée, évidemment. Donc, Tila parlait de rencontrer des témoins. Donc, moi, bien sûr, je travaille là-dessus et on va voir comment ça a été aussi, cette rencontre entre victimes a été une des clés de la possibilité de travailler sur plusieurs génocides dans un même lieu, qui pourtant est très identifié sur un lieu qui est le génocide des Juifs en Europe. Et ensuite de la transformation. Ça aussi, j'ai bien entendu la difficulté de rentrer dans le mémorial. La difficulté, je pense qu'elle est physique, évidemment, parce que malheureusement, le mémorial doit se protéger des intrusions. Ça, on le regrette fortement, mais on n'en est pas encore arrivé au moment où on ne peut pas prendre ces précautions-là pour nos visiteurs. Et puis aussi, je pense que la crainte, elle vient aussi de se confronter à la connaissance d'un événement dont on sait qu'il est douloureux, que ça soit la Shoah ou que ça soit les autres génocides dont on parle. Donc ça, il y a peu de lieux en France et dans le monde qui sont vraiment consacrés à ces questions-là. Il y a beaucoup de lieux qui abordent ces questions-là, mais avec moi, j'ai participé à des colloques là-dessus. Voilà, il y a des manières, si vous voulez, de montrer les choses qui sont beaucoup plus édulcorées que ce que nous, on fait. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que nous, le principe de notre travail, il est double, effectivement, puisqu'on est à la fois un mémorial et à la fois un musée. Donc, pour la partie mémorielle, on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on travaille sur les victimes juives, on fait des événements, évidemment, comme Yom HaShoah, il y a le mur des noms, il y a énormément de témoignages. Là, par exemple, on a fait cette année une exposition qui s'appelle La Voix des témoins, et on a voulu donner l'opportunité, ça c'est une action, par exemple, que j'ai mise en place au mémorial, au sein de notre auditorium. J'avais remarqué que beaucoup d'élèves et de jeunes qui avaient qui avaient la possibilité d'entendre des survivants. Mais en fait, pour des gens, moi je suis arrivée au mémorial, j'avais plus de 40 ans, et à mon époque, à l'école, on n'en voyait pas, ça se faisait pas, c'était dans les années 70. Alors, on n'avait pas de problème de communauté, on vivait très bien ensemble. Mais par contre, on ne voyait pas des anciens déportés, ni vraiment des anciens résistants. Donc, j'ai voulu pouvoir donner au tout un chacun la possibilité de venir écouter des témoins. Donc, je vous le répète, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on reprend tout à la rentrée, puisque avec le confinement, on a tout arrêté. Mais les témoins veulent parler, ils veulent parler à un public. Et ils sont très heureux de parler à des jeunes. Donc, à partir du mois de septembre, on va essayer de recommencer ça si la pandémie nous le permet. Voilà. Et en tous les cas, on le fera certainement aussi en même temps en ligne, de manière à toucher le maximum de gens. Donc, et puis, d'un autre côté, il y a cette émotion. Et puis, d'un autre côté, il y a l'effet historique. Et moi, donc j'ai fait de l'histoire, j'ai fait de l'histoire de l'art. Et je suis très attachée
à la présence du fait historique, parce qu'il me semble absolument indispensable dans la rencontre de l'autre, et vous en avez parlé aussi, de connaître son histoire. Si vous rencontrez un ami ou si vous rencontrez une personne avec laquelle vous avez un sentiment d'amitié, très vite, vous allez lui demander son histoire. Alors, et souvent, elle va vous la raconter, parce que souvent, elle n'est pas forcément douloureuse, mais quand même, ma mère était comme ça, mon père était comme ça, d'où je viens. Et rencontrer l'autre, c'est forcément savoir d'où on vient. Et d'où on vient avec vraiment quelque chose de très strict historiquement. Pourquoi ? Parce que les génocides, dans le processus même du génocide, il y a la négation de l'acte. Que ce soit pour la Shoah, pour les Arméniens, pour les Tutsis, pour les Herero-Nama, avant même que le crime soit commis, on a pensé qu'il fallait trouver des moyens pour que ça ne puisse pas être prouvé. Donc la négation dans le crime contre l'humanité, le génocide, c'est quelque chose d'extrêmement important et de très douloureux pour les victimes. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas dialoguer, parce qu'on va tout de suite se retrouver avec un descendant de victime qui va dire « mais non, c'est pas ce qu'on m'a dit dans ma famille ». C'est pour ça que tout ce qu'on dit, les fake news, les machins, tout ça, moi, j'essaie d'éviter au maximum. Donc, qu'est-ce que c'est montrer ? C'est aussi montrer comment on travaille en tant qu'historien. Qu'est-ce qu'on a besoin pour voir ? On a besoin de documents, on a besoin de rencontrer des gens, et donc on se sert de tout ce qu'on a. Et moi, j'essaie de restituer dans les expositions des histoires en partant d'un début et d'une fin, avec une fin qui est évidemment quelque chose de court, puisque mon idée, c'est que quelqu'un qui ne connaît rien à nos histoires qu'on raconte, il rentre dans cette exposition, qu'elle soit permanente ou temporaire, et il va avoir à la fin une idée de ce qui s'est passé, assez précise, avec des documents qui vont nous prouver que, oui, voilà, ça existait. Et les documents, ils existent. Même sur le génocide des Herero et des Nama, vous avez, par exemple, un chef Nama qui a écrit sur la guerre. Donc, cette archive est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ici, en Europe, on ne va pas se dire que dans les années 1890, il y avait un chef Nama qui maîtrisait les langues européennes et l'écriture et qui était capable d'expliquer ce qui était en train de se passer pour lui. C'est par exemple Henrik Witbooi, pour le citer. C'est un homme qui a été un des premiers à évoquer l'idée du panafricanisme, par exemple. Donc, c'est quand même aussi extrêmement intéressant de relier tout ça à une histoire. Donc, nous, on est en Europe. J'ai vu que tous vos voyages, et vous êtes tous marqués par la Shoah. Donc, comment ça a pu se faire de parler d'autre chose ? Il y avait une crainte, quand je suis arrivée au mémorial en 2003, il est évident qu'il y avait une crainte de la part des survivants et de ceux qui agissaient sur la Shoah. Pas forcément de la part des historiens d'ailleurs, mais de la part des familles et tout ça, de voir l'événement dilué par une comparaison. Et puis, c'était les 10 ans du génocide des Tutsis au Rwanda et on a vraiment voulu marquer le coup. Donc, on a fait une exposition, on a été les seuls d'ailleurs, on a été pratiquement les seuls à faire des expositions là-dessus. Il y a quelques autres mémories aujourd'hui qui le font. Et on a fait une rencontre. Et on a fait une rencontre entre d'anciens déportés et des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda. Et il y a eu évidemment quelque chose de très fort qui s'est passé, parce qu'il y avait des vieilles personnes et il y avait des gens plus jeunes, mais en tous les cas, à l'époque où ils avaient été victimes de ces génocides, ils avaient le même âge. C'était des adolescents. Et donc, à partir de ce moment où il y a eu cette rencontre, il n'y a plus jamais eu aucun problème en réalité. Et nous, tout notre travail, ça a été aussi que les victimes de ces autres génocides se sentent au mémorial de la Shoah comme chez eux. C'est très important pour moi, en tous les cas, que les gens puissent venir nous voir pour parler, pour se sentir bien. Et l'année dernière, on a célébré la 25e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Et au sein de notre auditorium, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé pour les Tutsis, en tous les cas. C'est qu'il y a des mamans. On a fait venir un chanteur, un jeune chanteur rwandais qui chante les histoires des gens. C'est des chants de mémoire. C'est très beau. Il y a beaucoup de chants de mémoire qui existent au Rwanda. C'est une autre forme de mémoire très intéressante. Et là, à ce moment-là, il y a les mamans, certaines mamans ont commencé à pleurer et à raconter leur histoire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment une étape très importante parce que la rencontre, elle se fait dans l'éducation. Alors nous, on a la chance d'avoir un petit peu de moyens qui nous permettent de monter des projets. En plus, tout l'accès à nos expositions, c'est gratuit. Le mémorial, c'est gratuit.
Donc, même si ça fait un peu peur de venir, en tous les cas, on veut que ça ne soit pas une question de moyens et on veut pouvoir donner aux gens quelque chose de très propre et sans conteste. Donc, une approche historique et évidemment une émotion, bien entendu, puisque, comme le disait très justement Tsila, l'émotion amène la transformation et la transformation, on espère qu'elle est dans l'écoute de l'autre. Alors, évidemment, c'est compliqué de travailler sur des aspects de mémoire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que personnellement, j'ai vécu une enfance. Moi, je suis de confession catholique et j'ai vécu toute mon enfance avec des amis juifs, arabes. Enfin, voilà. On avait beaucoup de boat people. On a vécu dans les années 70 la guerre du Liban. Donc, il y a plein d'enfants, d'adolescents qui sont arrivés. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu les grandes années de touche pas à mon pote au début de ma vingtaine. Et je me dis aujourd'hui comment on a fait pour arriver aujourd'hui à être dans des… Voilà, à ce que ça soit devenu si difficile, quelque chose qui me paraissait, moi, quand j'étais jeune, si facile. Et donc, ça m'intéresse véritablement de travailler, en fait, sur cette transmission. Et je pense que, évidemment, ce n'est pas simplement le rôle des victimes que de travailler sur les crimes dont ils ont été victimes. Voilà, même si ce sont leurs ancêtres. Et même s'ils ont le droit aussi de travailler dessus, d'ailleurs. Mais je crois que, voilà, l'échange, pour moi, il est évident et il est nécessaire. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Sophie. En effet, et ça a été intéressant, ça fait écho aussi à d'autres discussions qu'il y a eu pendant la journée, notamment sur cette question d'alliés. C'est qu'effectivement, il y a des personnes dont c'est l'histoire familiale, l'histoire profonde, etc. Et puis, il y a les autres qui ont une responsabilité et qui ont un devoir là-dedans, dans ces questions. Et on parle souvent d'être alliés dans les luttes actuelles, alliés dans l'antiracisme, contre l'antisémitisme, etc. Mais il y a aussi alliés des mémoires, alliés de la transmission. Et donc, forcément, il y a une responsabilité partagée sur la question. Et en tout cas, soyez certaines que oui, malgré l'inquiétude qu'on peut avoir sur la situation actuelle, il y a partout en France des jeunes coexistantes et coexistants qui en font un engagement profond de continuer à toujours mettre en avant la rencontre, les rencontres avec l'altérité. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'est passionnant, c'est hyper profond, et notamment sur comment, comme vous avez dit, voilà, sur ce mémorial qui devient le lieu où il faut que tout le monde puisse se sentir chez soi, parce qu'on touche à l'intime, et quand cet intime est touché, et quand on parle des souffrances, ça déclenche beaucoup d'émotions, et pour que ces émotions soient vécues de manière saine, on a envie de s'en sentir bien et de se sentir chez soi. Donc c'est vrai que c'est très très beau, et c'est aussi quand l'histoire, c'est en effet très très important, les faits historiques, je sais que ça compte beaucoup pour vous, mais aussi comment, et ça compte pour tout le monde évidemment, mais aussi comment est-ce que quand des personnes se sont rencontrées et qu'ils ont vu dans les yeux de l'autre l'histoire, et c'est là où ça paraissait évident de ne plus du tout réfléchir à une inquiétude face à une concurrence mémorielle, face à un oubli, etc. Qu'il y avait un combat commun dans les yeux des uns, dans les yeux des uns des autres. Et donc ça, j'ai trouvé ça très très beau. Donc merci beaucoup. Pour finir ce tour de parole, je vais donner la parole à Sheikh, et j'aimerais que tu nous partages ton expérience au sein de Coexister, que tu nous témoignes pareil, ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui, et notamment dans le cadre de ton volontariat en service civique, et qu'est-ce que ça a pu apporter au parcours Coexister que tu as vécu et que tu continues de vivre. Voilà, tu as la parole, et choisis ce que tu as envie de nous partager. Encore une fois, merci Radia. Donc, le parcours Coexister en tant que volontaire en service civique, c'est un parcours qui est à la fois long en termes de durée et à la fois très complet en termes de formation, en termes de… Déjà, la rencontre est la plus belle des choses que je peux témoigner aujourd'hui.
Et dans cette dynamique et dans ce parcours aujourd'hui de volontaire en service civique et dans ce parcours du coexistant à coexister, il y a ce qu'on appelle les événements de dialogue pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le mouvement. C'est des événements qui sont organisés par des coexistants, et dont il y a des personnes qui sont extérieures à l'association, au mouvement qui peuvent participer, qui permettent d'aller à la rencontre de l'autre. Et dans cette perspective, nous avons eu l'occasion et la chance de visiter le mémorial de la Shoah et c'était avec Tisla. Et je le raconte aujourd'hui et j'en témoigne avec émotion parce que je suis né au Sénégal. Donc, je vis juste à côté d'un mémorial qui s'appelle la Maison des Esclaves de Corée. Ouais. Et le fait de vivre à côté de cela, c'est très fort. Mais le fait d'avoir visité le mémorial de la Shoah, surtout avec Isla, ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué pendant mon service civique. Ça m'a marqué, pourquoi? Parce que c'est de vivre aujourd'hui, ce qu'on appelle le mémoire. C'est aujourd'hui de vivre aujourd'hui ce qui a été conservé par la mémoire historique aujourd'hui et ce qui a été raconté dans toute sa véracité, c'est-à-dire la véracité historique. Parce que c'est bien de parler aujourd'hui des événements qui sont historiques et tout, mais avec un peu de folklore, on perd ce qu'on appelle l'authenticité historique. Et ce jour-là, vraiment, ça m'a permis de revenir et de revivre un peu avec beaucoup d'émotion et de recul ce qui s'était passé pendant ces génocides, pendant ces événements qui sont dus à une seule chose. Ces événements n'ont pas de religion, ils n'ont pas d'identité. Ce qu'ils ont, ils relèvent de la bestialité de l'homme. Et aujourd'hui, je me dis qu'en tant que jeune, on a besoin de, de vivre ces mémoires-là, d'être aujourd'hui des acteurs pour conserver aujourd'hui ces mémoires. À la fois, c'est des acteurs, parce qu'on parlait de l'histoire. L'histoire, c'est le passé, c'est le présent. On dit à coexister que les jeunes, nous sommes le présent, mais également c'est le futur. Dans le sens où aujourd'hui, il y a toute la dimension pédagogique dans cette dimension mémoriale. Parce que la dimension pédagogique aujourd'hui, c'est de faire en sorte de ne pas revivre ces mêmes histoires, c'est de faire en sorte d'éviter des choses qu'on pouvait affilier à certaines choses qu'on a déjà vues dans le passé. Et je me dis qu'aujourd'hui, il est nécessaire et il est très important pour nous jeunes de visiter ces mémorials, de vivre ces instants, ces moments de partage et surtout de le partager. Parce qu'on va nous dire que c'est très bien d'aller au musée, c'est très bien de faire des visites de galeries, mais ce qui est tout aussi important, au-delà de l'apprentissage que nous pouvons avoir au sein de nos écoles, au sein de nos universités, au sein de nos cercles de socialisation, d'être vraiment des acteurs, d'aller à la rencontre de ces gens sur le terrain, de visiter ces mémorials. Je le disais tout de suite que le fait de les visiter avec Tisna, je le répète, ça a été quelque chose qui m'a vraiment, vraiment très marqué. Ça m'a marqué, pourquoi je vous le dire? Parce que c'est une personne qui a connu ça très proche. C'est une personne avec qui, quand tu visites le mémorial, quand tu arrives sur le mur où il écrit les noms, et tu dis que ça, c'est le nom de ma grand-mère. C'est très profond. C'est très profond. Et je le dis encore, émotionnellement très, 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 très fort. Et que c'est pas la symbolique, parce que je parle d'elle aujourd'hui, mais c'est des milliers de personnes qui l'ont vécu. Et c'est pas c'est important, certes, de commémorer, de se rappeler de toutes ces personnes qu'on a perdues. Et comme je le disais tantôt également, sans oublier la dimension pédagogique. La dimension pédagogique. J'utilise parfois cette métaphore que nous avons tous un jardin, c'est-à-dire notre état d'esprit, notre être. Et ce jardin aujourd'hui, pour y trouver les plus beaux fruits aujourd'hui, il faut semer les graines, les bonnes graines. Et je pense que ces mémoires, ces visites de mémorial, ils font partie des choses qui nous permettent d'avoir aujourd'hui les plus belles, les plus beaux fruits que nous pouvons trouver dans notre jardin. Parce que quand je parle de ce notre jardin, également le jardin de tout le monde, parce que c'est la somme de ces jardins qui fera le jardin de la société. On le dit souvent à coexister, l'identité est très importante. Et à côté, il y a l'altérité, il y a le partage. Et je vais terminer par un message
que le pape Jean-Paul II, pendant qu'il visitait la maison des esclaves, il a présenté ses excuses à Joseph Gail, le défunt Joseph Gail, qui était le conservateur de la maison des esclaves. Il a dit, je demande pardon pour ce commerce honteux. Et le conservateur lui a répondu, nous pardonnons, nous avons pardonné et nous ne pouvons jamais oublier. Et je pense que ces mots et cet échange qui a été très fort nous permet de revenir également dans ce que je disais, c'est que la dimension pédagogique, d'apprentissage, de conservation, que je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes doivent s'y mettre, tous les jeunes doivent le comprendre. Et c'est pourquoi Coexister reste vraiment une association et un mouvement de rencontre, de dialogue, de partage, que ce soit les plus belles choses, parce que ce soit les choses qui font quand même un peu mal, mais quand même dont on a besoin de les conserver, de les commémorer et de se rappeler de cela pour éviter que ça se passe dans le futur. Donc, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci mille fois, Cheikh. Merci pour ce témoignage poignant et plein d'émotions. Merci aussi pour le parallèle et de nous avoir parlé de la Maison des esclaves. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage vient d'être créée officiellement en France après toutes ces années, 10 ans après la reconnaissance de l'esclavage en France dans la loi en termes de crimes contre l'humanité. Après un groupe d'intérêt public qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est enfin devenu une fondation qui va beaucoup travailler là-dessus et Coexister fait partie justement du conseil d'orientation de cette fondation pour qu'on puisse utiliser la pédagogie, et tu en as beaucoup parlé, Cheikh, et pour parler de ces choses-là parce que ça fait partie de l'histoire de la France et notamment on en parle assez peu, je trouve, en France hexagonale, alors que c'est un attribut essentiel de l'histoire de la France en Outre-mer, notamment, et dans différentes régions Outre-mer un peu partout. Et du coup, c'est essentiel que tu puisses en parler. Merci pour ce témoignage et pour cette parole de Jean-Paul II. En effet, l'idée n'est pas d'en vouloir, l'idée est de dire on s'en rappelle et on s'en rappelle pour la souffrance et on s'en rappelle surtout pour que ça n'arrive plus jamais et on s'en rappelle ensuite pour la rencontre. Donc, merci mille fois, Cheikh. Tila, est-ce que tu as Scylla, est-ce que tu as une réaction justement, plutôt un écho dans la mise en place de cette formation des volontaires en service civique au sein de Coexister, quelque chose que tu souhaiterais nous partager par rapport à ça et pourquoi ça a son importance. Et je vois qu'il y a déjà 3 questions dans la partie questions-réponses que dont on va distribuer la parole ensuite. J'ai pris la parole en premier et là, je reprends la parole. Ça fait, je peux vous dire que là, l'émotion, je l'ai bien sentie. Après tout ce que vous avez dit les unes les autres. Et Cher, merci de ce partage parce que un de mes grands regrets justement de cette formation, je recontextualise, après je le dirai, mais en gros, on a fait il y a 2 ans donc, une formation civique et citoyenne pour les volontaires en service civique autour des luttes contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est vrai que moi, ça m'a paru évident d'emmener les volontaires en service civique au mémorial de la Shoah, pour plusieurs raisons. En premier, parce que justement, je pense très clairement que l'éducation et la connaissance justement sur les génocides est un vrai levier de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, je pense que c'est partagé par beaucoup, mais en tout cas, en tant que formatrice et responsable de formation, c'est quelque chose qui me semblait important à mettre dans le programme. Évidemment, ce n'est pas une finalité, au contraire, c'est un levier et pour ensuite faire sens avec les luttes actuelles et la manière aussi de les aborder. Et justement, sur cette formation, on avait beaucoup travaillé autour de ce qu'on voulait en termes de pratique, justement, de lutte pratique aujourd'hui actuelle. C'était aussi revenir sur le rôle de l'allié, comme l'a dit Radia tout à l'heure.
Et en effet, ça me semble être un point de départ aussi important, justement, de se sentir concerné et donc de vouloir soutenir les causes, de vouloir soutenir les gens qui ont vécu ou les familles qui ont pu vivre justement ces génocides. Alors juste, petit point par rapport à ce que Cher a dit, ma famille n'a pas été déportée, mais par contre, en effet, en conclusion, je montrais sur le mur qui est extérieur au mémorial, le mur des justes, les noms des justes qui ont sauvé ma grand-mère. Donc, c'était juste pour que les choses soient dites. Ouais. Mais, et c'est là où encore plus, en effet, j'ai pu voir l'émotion dans les yeux des volontaires en service civique, très clairement. Et pendant toute la visite guidée qu'on a eue du mémorial, on a pas mal de volontaires qui ont pu juste pleurer, qui ont été très touchés. Et sur l'ensemble des volontaires, vous étiez une trentaine quand même. Je crois que moins d'un tiers avait visité le mémorial. Très, très peu, justement. Et on revient à ce que Radia disait tout à l'heure sur comment on y entre, qui nous emmène. Et je pense que Codicité, à ce niveau-là, a une vraie responsabilité, très clairement. Et en tout cas, j'espère que continuera à emmener des volontaires, des coexistants et justement à pouvoir donner cette possibilité, cette opportunité. Voilà, et donc mon petit regret justement par rapport à cette formation, c'est que la visite guidée a duré très longtemps. Ça, c'était bien, parce qu'on avait un guide qui a voulu vraiment aller, au lieu de nous faire 1 heure, 1 heure et demie de visite, nous a fait 2 heures de visite, parce qu'il voyait qu'on était intéressés, qu'on avait envie d'en savoir plus, et c'était génial. Et ce qui a fait qu'à la fin, on n'a pas eu ce vrai temps de débrief entre nous. On a dû passer l'après-midi sur d'autres sujets. Et donc, on n'a pas, à part de manière très informelle, pu recueillir vraiment la parole des volontaires, des stagiaires. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et je pense que ça nécessite justement des retours comme Cher vient de nous le faire. Et merci. Et c'est quelque chose qu'on a fait, Scylla, tu peux en être heureuse, puisqu'on a entendu ce manque qu'il y a eu la première fois, puisque j'ai assisté à la 2e formation cette année, et on a eu l'occasion de partager sur le sujet. On fait beaucoup de partages à Coexister, et du coup, je ne peux pas vous en parler parce que les cercles de parole et les partages, tout ce qui se dit au sein des cercles de partage reste dans les cercles de partage, mais en tout cas, on a eu besoin de ça, et c'était un moment encore plus fort en émotion après cette journée. Merci beaucoup, Tsila. Il y a des questions sur le côté, mais est-ce que Karine, Pierre, Sophie ou Chèque, vous souhaitez réagir à une parole des uns des autres? Ou, comme vous voulez, on peut aussi passer aux questions. Moi, je voulais conseiller à Chèque, s'il ne le connaît pas, il y a un très très beau monument qui a été créé à Nantes, autour de l'esclavage aussi. Et c'est un monument qui est près de la rivière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visité. Donc, il y a un musée souterrain. Je crois qu'il y a des paroles d'auteurs aussi, telles que Édouard Glissant ou autres. Et donc, c'est sur la promenade, en fait. C'est une promenade arborée au bord de la Loire. Et dans le sol, en fait, il y a des petites plaques qui s'allument la nuit. Et ce ne sont pas des noms, mais ce sont les noms des bateaux qui ont transporté les esclaves. Et il y en a énormément. Et c'est un monument, moi, que j'ai visité il y a 1 an à peu près. Et alors, il y a un musée en dessous avec de l'eau qui passe où on a beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que c'était que la traite des esclaves, puisque, évidemment, Nantes était une des plaques tournantes en France avec Bordeaux et d'autres villes dont j'oublie le nom. En tous les cas, c'était les 2 principales. Et je trouve que ça, c'est un monument aussi que peut-être vous pourriez aller voir avec Coexister un jour, parce que c'est un très très beau monument. Et voilà, c'est ce que je voulais dire à Chèque. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sophie. Alors, il y a quelques questions. Alors, je vois que Loïc s'adresse directement à Sophie, notamment. Est-ce que le fait d'être de confession catholique a-t-il été bien accepté dans le fait de postuler au mémorial ou est-ce qu'il y a eu des difficultés à trouver votre place là-bas? Et il y a aussi un petit message d'encouragement pour Tila en disant « Trop content pour ta nouvelle mission, Tila, et hâte de te revoir sur les événements coexistés. » Bah, écoutez, moi, mon recrutement, il s'est fait tout à fait normalement, hein. J'ai vu une annonce dans la presse, j'ai envoyé mon CV. Après, j'ai eu beaucoup d'entretiens. C'est vrai que peut-être ils auraient préféré avoir ce qu'ils appelaient le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une expérience professionnelle, en fait, puisqu'ils cherchaient quelqu'un pour gérer un service d'expo et un auditorium. Et il se trouvait que moi, j'avais déjà fait les deux par le passé. J'avais géré un service d'expo dans un musée et je m'étais occupée d'un auditorium. Mais bon, voilà, moi, en même temps, comme on le disait auparavant, voilà, moi, j'ai entendu parler surtout du conflit israélo-palestinien depuis mon enfance, quoi, comme tout le monde. Et donc, à un moment, avant même d'aller au mémorial, j'ai eu la curiosité d'aller en Israël et pour essayer de voir ce que c'était sur place, quoi. Donc, on a aussi très librement parlé de tout ça. Parce que, voilà, j'avais cette curiosité-là aussi. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où on a une sincérité dans l'intérêt de son travail et dans l'intérêt qu'on porte, voilà, pour moi, c'est très important la transmission de la mémoire, hein. Je pense que c'est vraiment, enfin moi je suis une militante pour antiraciste convaincue, donc je crois vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, j'y crois vraiment. Et non, j'ai pas eu bien sûr que j'ai été très bien accueillie et non, j'ai jamais eu aucun problème, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, moi j'accueille d'autres religions à mon tour sans aucun problème. Le personnel du mémorial est composé de gens très divers et variés, d'origines différentes. N'est absolument pas composé uniquement de personnes de confession juive. Merci beaucoup. Si je peux rebondir justement sur, puisque j'avais une question qui était très très proche en fait, c'est au moment où vous avez parlé de la réaction des familles de victimes. Et vous avez dit qu'ils avaient très peur en fait de la concurrence mémorielle, etc. Moi, je m'attendais à ce que vous disiez que les familles de victimes avaient peur d'une personne non juive à ce poste-là. Et donc là, vous avez répondu en fait par rapport au mémorial de la Shoah et à vos employeurs. Mais est-ce que l'accueil a été aussi chaleureux de la part des familles de victimes? Alors, je vais vous dire comment j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler au mémorial, j'étais toute seule. Donc, pour faire tout ce qu'il y avait à faire, c'était quand même pas mal de travail. Et donc, notamment à l'auditorium, j'étais tous les soirs à l'auditorium. Donc, c'est pour ça que je connais très bien toutes les personnes, par exemple, dont Béatrice Boucris et tout ça. Voilà, je les connais parfaitement. Et voilà, moi, j'avais jamais fait ça. Et si vous voulez, j'étais quand même un peu... pour moi, c'était quand même une responsabilité très grosse que de prendre ce poste. J'ai quand même beaucoup réfléchi parce que je ne suis pas une intellectuelle particulièrement. Je ne me considère pas comme une idiote, mais c'était quelque chose qui était lourd parce que c'était représenter, c'était mettre en œuvre une transmission par les expositions et l'auditorium d'une histoire qui n'était pas la mienne, qui n'était pas non plus ma spécialité quand j'ai fait l'histoire, j'ai fait mes études d'histoire. Et bon, alors évidemment, j'ai beaucoup travaillé pour rattraper tout ça. Et c'était passionnant de le faire. Et donc, voilà, tous les soirs, j'étais à l'auditorium, puisqu'à l'époque, on faisait des choses pratiquement tous les jours, dimanche inclus. Et j'accueillais le public. Donc, il y avait des vieux, des jeunes, voilà, il y avait de tout, quoi. Et puis, quand les gens ils s'intéressent à quelque chose, qu'ils vous voient tous les jours, tous les soirs, pendant 1 an, 2 ans, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne se posaient même pas la question de savoir si j'étais juive ou pas juive, ce que je n'ai jamais caché quand on m'a posé la question. Et les réactions étaient plutôt positives, hein. Une fois, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise que je n'étais pas légitime là où j'étais, mais je pense qu'il avait tort de le dire. Je pense que la légitimité, elle n'est pas dans le fait de l'appartenance à telle ou telle communauté religieuse
ou autre, elle est dans la sincérité et l'énergie et la conviction qu'on met à ce qu'on fait. Donc, moi, j'ai pas. Et puis, je vous dis, je ne vois pas pourquoi ça serait que les victimes qui devraient s'occuper de travailler sur les crimes contre l'humanité. Au contraire, je pense que si ceux qui. Enfin, bon, moi, j'ai de la chance, j'ai une famille qui n'a pas participé à ça, mais ça aurait pu tout à fait être le cas. Je dirais, je trouve que. On connaît des petits-fils d'anciens nazis qui militent depuis. Qui ont milité d'ailleurs au sein de leur propre famille depuis leur adolescence parce qu'ils n'étaient pas d'accord justement avec ce qu'avait fait leur grand-père ou leur arrière-grand-père et qui se sont engagés là-dedans et qui sont reçus par toutes les communautés juives du monde. Donc moi, j'ai été bien reçue. Après, la difficulté pour moi, elle n'était pas de m'intégrer parce que d'abord, j'ai toujours eu des amis juifs, comme je vous le disais, donc pour moi, je n'ai pas de problème avec les juifs, quoi. Je n'en ai jamais eu. Et je pense que je n'en aurai jamais. Voilà, ni avec les autres d'ailleurs. Et je suis perdu le fil de ma pensée à nouveau. Voilà. Je pense que il faut que pour moi, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas d'autres gens qui. Et heureusement, dans notre public, on a de tout. Il n'y a pas que des juifs qui viennent au mémorial de la Shoah pour s'en renseigner. Et Tchèque le disait très bien. Il disait ce qui est important, c'est de comprendre les mécanismes des crimes. Donc, pour comprendre les mécanismes, il faut apprendre par l'histoire. Il ne faut pas simplement être dans la mémoire et l'émotion. Et ça, la compréhension, elle était à la portée de tous. On a heureusement une école et puis on a des livres et on a tous les outils, je crois, aujourd'hui pour arriver à comprendre. Et nous, on est là pour faire ce passage de quels sont les mécanismes qui permettent de repérer qu'il va se passer quelque chose contre telle ou telle population. Voilà. Et c'est ça aussi que nous, on veut enseigner au mémorial. C'est pour ça qu'on n'est pas dans on accueille les familles de victimes parce qu'on est mémorial, mais on est aussi un musée. Et moi, mon rôle, c'est de faire ce passage au grand public, on va dire, puisqu'il y a un service pédagogique qui est plus, dédié, on va dire, aux écoles et tout ça, et au public jeune. Mais moi, je suis ouverte à tout le monde, mais aux jeunes aussi, je vous rassure. Et voilà, je pense que, voilà, pour moi, je n'ai jamais eu de problème là-dedans, et puis je n'ai pas de problème à affronter ce type de questions non plus. Donc, je pense qu'à partir du moment où on se sent bien dans ses pompes, on peut répondre à tout ça, quoi. Le truc, ma peur, c'était plutôt de mal faire historiquement, de ne pas m'adresser aux bonnes personnes, de faire des gaffes, de dire des choses fausses. Voilà, d'où on me dit toujours que je suis trop perfectionniste, mais je pense que s'il y a bien un sujet dans lequel il faut l'être, c'est celui-là. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'avoir répondu à cette question. Il y a quelques questions sur le côté. Alors, on ne prendra peut-être pas toutes les questions, mais on en reparlera. Et promis, dans le cadre de Coexister, vous aurez de nouveau l'occasion de pouvoir aborder ces sujets-là. Alors, il y a une question de Amine de Paris. Deux questions très intéressantes, notamment est-ce qu'on peut construire la mémoire de la Shoah sans parler de mémoire de l'antisémitisme, notamment en France et en Europe? Et enfin, est-ce qu'on peut construire une société de mémoire, et en particulier une société des mémoires collectives, si d'autres communautés se sentent lésées? Et ça reprend un peu les questions, notamment les questions d'alliés, pas alliés, et puis les questions de reconnaissance de l'altérité. Donc voilà, il est déjà 17h19, donc essayons de répondre rapidement, puisqu'on va devoir conclure à 17h30. Donc peut-être, Sila, en quelques mots. Ouais, en quelques mots sur la première question d'Amine, c'est intéressant parce que, non, évidemment, je pense que il faut évidemment rappeler les fondements de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, au mémorial, la première partie de l'exposition est sur ce sujet. Et justement, ça fait écho à un des témoignages que j'avais recueillis pour cette table ronde, qui est que cette partie-là était hyper intéressante et essentielle pour comprendre la suite. Donc vraiment, et ça vient d'autres gens qui ont pu participer à la lecture des noms un soir et justement visiter le mémorial. Et ensuite, ce témoignage s'est terminé sur le fait, en tant que catholique, donc c'est pas moi qui parle évidemment, mais d'avoir cette responsabilité finalement de dire que on ne portait pas cette manière de voir et au contraire d'avoir cette responsabilité de porter une autre parole.
Voilà, c'est juste pour rapidement. Sur la deuxième question, je laisse la parole à quelqu'un. Oui, quelqu'un souhaite réagir C'était quoi la deuxième question? Moi, je pense que pour la deuxième question, est-ce qu'on peut construire une société de mémoire égale une société avec une mémoire collective forte si les minorités se sentent lésées? Moi, je pense que c'est la somme de ces mémoires qui construira la mémoire collective forte et que les personnes se sentent à l'aise et se sentent libres de visiter autant de mémoires qu'ils le voudront et de surtout garder cette dimension qui est pédagogique et la dimension qui est historique. Parce que quand on parle des faits qui sont historiques, c'est de garder l'authenticité, c'est de garder la véracité aujourd'hui de ce qui est expliqué, de ce qui est présenté aujourd'hui dans ces lieux. Merci beaucoup, Cheikh. J'aime beaucoup cette idée de somme des mémoires qui construisent la mémoire collective. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a fait un commentaire là-dessus en disant qu'il s'agissait bien de passer de la concurrence des mémoires à l'alliance des mémoires, en parlant justement de la rencontre avec l'altérité. On a une question de Frédéric Aymon. C'est: est-ce que la découverte du mémorial, au-delà de l'aspect émotionnel, a fait changer le regard sur les personnes juives, en sentant par exemple la force du traumatisme, même après plusieurs générations? Donc pareil, si certains ou certaines se sentent de répondre, est-ce que ça a changé le regard que vous... Moi, personnellement, ça m'a permis de mieux comprendre leur mode de vie, de mieux comprendre certains aspects dans leur pratique et dans leur manière de faire les choses. Parce que avant, tu pouvais te permettre de... Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle, ça peut exister, comment on appelle, des préjugés. Et le fait de découvrir et de visiter ce mémorial m'a permis aujourd'hui de déconstruire beaucoup de préjugés, notamment à travers aujourd'hui une meilleure compréhension de leurs pratiques, de leurs faits et vraiment de comment ils vivent au-delà de l'aspect émotionnel. Et ça a changé complètement le regard, si je peux utiliser les mots de Frédéric. Merci beaucoup, Cheikh. Il y a une question pour Sophie. C'est: comment avez-vous fait pour aider les familles des victimes à dépasser cette peur d'intégrer et de rencontrer d'autres victimes? De manière très concrète, peut-être, comment peut-être s'est organisée cette première rencontre? Les déportés avec lesquels on avait travaillé, il y avait Samuel Pizarre, Charles Baron, ils ont été tout de suite d'accord parce qu'en fait, quand ils ont appris qu'un nouveau génocide s'était commis en 1994, ce sont de toute façon des choses qui les ont intéressés tout de suite. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas attendu que nous, on fasse quelque chose pour se sentir curieux de ce qui se passait au Rwanda et de ce qui se passait pour la communauté Tutsi. Donc, la première rencontre qu'on a fait, il y avait plein de monde, il y avait plein de présidents d'associations, c'est bien les enfants cachés. J'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, des photos, donc c'est pour ça que je me souviens de tout ça. Et ça a été, par contre, du public tout de suite très accepté. Puis après, c'est peu à peu. Hein, vous savez, je crois qu'il faut enfoncer le clou. Hein, il y a un moment, il faut faire plusieurs fois. Et moi, j'essaie de faire des choses très didactiques, expliquer comment c'était avant, comment c'était pendant. Voilà, donner une proposition aux gens de voir soit des conférences, soit des expositions qui expliquent. Hein. Et puis, on se fait ça aussi, c'est très important, comme vous le disiez, comme vous le faites d'ailleurs aussi, à coexister, c'est-à-dire d'accompagner les gens, de pouvoir répondre aux questions, d'avoir des gens qui sont là pour répondre à leurs questions, des guides. Moi, ça m'arrive très souvent de faire des visites guidées aussi. C'est comme ça, c'est vraiment dans l'échange. L'échange après, effectivement, est très important. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question avant de terminer. C'est: comment faire pour que justement la mémoire ne reste pas figée et que le trauma se transforme en résilience et ensuite en vivre ensemble et en coexistence? À donner ensuite un exemple. C'est moi qui dois répondre aussi. Ça, c'est très compliqué. Hein. C'est une démarche aussi personnelle. Hein. Et puis, je crois que c'est un travail sur soi, c'est beaucoup de choses. Hein. Comment on affronte
un traumatisme, alors un traumatisme collectif en plus, hein, dans le cadre d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité. Je crois que pour revenir à ce que disait Cheikh à la réponse de Frédéric tout à l'heure, à la question de Frédéric, je crois que s'il y a concurrence des mémoires, c'est aussi peut-être parce que il n'y a peut-être pas assez de travaux sur certains crimes qui ont été commis, il n'y a peut-être pas assez de connaissances, et du coup, il peut aussi y avoir une frustration, hein, sur certaines histoires qui sont très connues parce que très documentées, et d'autres qui le sont moins pour des raisons très variées. Je crois qu'effectivement, plus on avance dans la connaissance, c'est des crimes qui ont été commis, et plus les gens qui sont les descendants de ces victimes ou les victimes elles-mêmes peuvent se sentir aidés. Il y a des communautés, par exemple les Herero Nama, ils n'ont pas un radis, quoi. Donc comment voulez-vous qu'ils fassent? Ils ont beaucoup de bâtons qui leur sont mis aussi collectivement. Et en Namibie, c'est très difficile, même si bon, il y a une évocation de cette mémoire. En tous les cas, le crime est très difficile. Il y a des questions de moyens, il y a plein de questions derrière qui sont complexes. Mais pour moi, effectivement, plus on va travailler là-dessus et plus on va pouvoir faire connaître les choses, et moins il y aura voilà, on parle de l'esclavage aujourd'hui de la communauté africaine vers les pays, mais il y a d'autres esclavages qui ont existé dont on connaît beaucoup moins. Donc, ces victimes-là aussi, on commence à les entendre. Donc, voilà, peut-être que si on travaille plus sur ces victimes, ben, c'est aussi une manière, je pense, la connaissance est une réponse à cette concurrence, quoi. Juste si je peux me permettre de rajouter une chose par rapport à comment faire aujourd'hui pour que ces mémoires ne restent pas figées. Moi, je pense que c'est une triptyque qu'il faut. Donc, à la fois, il y a une certaine reconnaissance de la part des institutions de reconnaître aujourd'hui l'existence de ces mémoires-là, de faire des choses pour le marquer. Ça, c'est la toute première chose. Et la deuxième chose que je trouve assez importante, c'est de permettre aujourd'hui aux gens de se rencontrer, de permettre aujourd'hui aux gens de démythifier aujourd'hui toutes ces questions qui tournent autour de ces mémoires. Et ces échanges permettront de décrypter aujourd'hui tous ces éléments qui peuvent paraître du mystère pour permettre les discussions et les échanges autour de ces mémoires, et à la fois les personnes qui se sentent un peu frustrées, qui se sentent à l'aise aujourd'hui et qui puissent discuter de ces questions. Et comme à coexister, on dit tout le temps, c'est la rencontre, à travers la rencontre avec l'autre, à travers avec la rencontre des personnes qui sont d'identité, qui sont de cultures différentes, que l'on peut construire de belles choses. Merci beaucoup, Cheikh. On a parlé de beaucoup de mémoires différentes aujourd'hui. Il est bientôt l'heure de conclure cette belle table ronde. J'ai une proposition à vous faire. J'aimerais que dans le cadre, parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets aussi difficiles et des sujets qui vont nous faire beaucoup réfléchir dans les prochains jours, j'aimerais vous proposer de faire un petit instant de silence, justement en mémoire de toutes ces personnes, de toutes ces populations, en mémoire de toutes les personnes victimes de racisme, notamment victimes des oppressions, et pour avoir un peu ce temps de mémoire. Ça fait écho aussi avec beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et en plus, j'ai aussi cette image forte de Myo Mashoa qui s'est passée à distance, enfin la lecture des noms qui s'est passée à distance. Donc voilà, j'aimerais vous proposer ça. Donc je vous invite à éteindre vos micros pour quelques instants. Je vous remercie. Je vous remercie pour ce temps de silence. Vraiment beaucoup que vous ayez. Merci aussi à tous les spectateurs et les spectatrices qui ont fait plusieurs commentaires, plusieurs remarques. Je vous invite à continuer de creuser, continuer d'essayer
et continuer d'ouvrir les portes pour aller découvrir ces mémoires. J'ai noté quelques mots pour terminer. J'ai parlé d'émotions partagées. En effet, dans la rencontre avec l'autre, il se passe plein de choses. C'est le dialogue, la solidarité dont on a beaucoup parlé. Mais en effet, l'émotion, comment est-ce qu'on déclenche pas des émotions de joie, mais aussi des émotions profondes et des émotions difficiles. Comment est-ce qu'on les vit ensemble. Je retiens beaucoup l'action de savoir d'où je viens pour savoir où l'on va, mais surtout savoir d'où vient l'autre pour savoir où est-ce qu'on peut aller ensemble. Dans l'intervention de Karine Pierre, c'est, je pense, nécessaire. Une personne, c'est la personne qu'on rencontre, c'est pas juste dans la rencontre des 2 heures qu'on fait avec elle. Elle a toute une histoire, elle a tout un passé, elle a beaucoup de choses sur ses épaules. Et l'idée, c'est de partager un peu ça pour pouvoir justement avancer ensemble vers le même présent et le même avenir. Un rappel aussi que Yom HaShoah, c'est certes la question du souvenir des rescapés, mais c'est aussi le souvenir de l'héroïsme des personnes qui, pendant la Shoah, des personnes résistantes, des justes à ce moment-là, et surtout des personnes victimes des déportations qui ont eu des courages incroyables pour être encore aujourd'hui là, des dizaines d'années après, pour nous raconter et pour que plus jamais ça n'arrive. On a souvent tendance à enlever ce mot héroïsme alors qu'il fait pleinement partie de la création de ce temps de Yom HaShoah. Je retiendrai aussi la parole de Sophie qui, effectivement, ce que rappellent beaucoup les personnes rescapées, c'est qu'en fait, tout est parti de la négation de l'altérité et qu'en fait, quand on fait ce pas de la rencontre, ne jamais oublier qu'on le fait pour contrer cette négation de l'autre, cette négation de l'altérité. Et je terminerai, mais vous avez dit plein d'autres choses, hein, donc je ne réduis absolument pas toutes vos paroles juste dans quelques mots, mais je terminerai sur cette parole de Sheikh qui a parlé de la somme des mémoires pour construire la mémoire collective, l'inscription de chacun de nos récits individuels dans cette histoire collective. Et c'est vraiment ça, la diversité, l'unité, l'identité, l'altérité. Donc comment est-ce que ces récits individuels et cette somme des mémoires va construire notre mémoire collective et je nous invite toutes et tous à être ces bâtisseurs et ces bâtisseuses de mémoire pour qu'on puisse avoir une paix active et une paix positive et non pas juste une absence de conflit. Donc merci beaucoup. Merci Tila, Karine Pierre, Sophie et Sheikh pour vos beaux témoignages. Je sais que ça fait bizarre parce qu'on ne peut même pas échanger après la table ronde, se dire comment on s'est senti, etc. J'ai vu qu'il y a eu plus de 60 personnes, en tout cas juste sur le Zoom, sans parler du live YouTube qui vous ont écouté aujourd'hui. Et donc merci pour ces beaux échanges. Et je vous dis à bientôt. Et le parcours coexister continue. Ce week-end de clôture continue. Et je suis sûre qu'on aura l'occasion de se voir très prochainement. Et j'espère pouvoir vous voir en face à face pour pouvoir en discuter. Au revoir. À plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci encore. Merci à tout le monde.